Karine, tu es avocate spécialisée en droit de la famille et lors d'un divorce, d'une rupture, parfois il y a des enfants. Comment tu abordes cette question et cet aspect-là? La question des enfants dans une séparation, c'est la question qui est centrale. Euh, Parce que même quand il y a beaucoup de conflits, les gens ont la plus grande peur pour eux, c'est que leurs enfants soient malheureux. Et c'est la première chose qu'ils vont emmener en disant, mais mes enfants, la peur qu'on a vis-à-vis d'eux. Donc c'est le sujet, j'ai envie de dire, qui préoccupe les gens et donc qui me préoccupe moi aussi et sur lequel on va vraiment travailler pour rassurer parce qu'on peut vraiment protéger les enfants suivant la posture qu'on va adopter. En fait. Et comment tu fais ça? Alors en fait, il faut déjà que le parent puisse comprendre que c'est pas le divorce en lui-même qui va impacter l'enfant. C'est l'état émotionnel des parents. Un enfant dont les parents vont bien, il va bien. C'est le fait de voir un parent en souffrance qui va faire que l'enfant n'est pas bien. Quand on a compris ça, on va travailler autrement. Tu vois, et donc on va travailler sur son propre bien-être pour le gérer soi-même, pour que l'enfant ne soit pas impacté. Et finalement, ma boucle ensuite elle est bouclée, le divorce se passe beaucoup mieux. Donc vraiment bien comprendre, ce n'est pas le divorce en lui-même qui impacte l'enfant, c'est l'état émotionnel du parent, la souffrance du parent. L'enfant, il fonctionne en éponge. Il prend toutes nos émotions. Donc un parent qui se sent en insécurité, c'est souvent le cas lors d'une procédure, qui est triste, qui est en souffrance, l'enfant, c'est ça qui fonctionne. Donc on ne peut pas le protéger de tout, c'est normal d'être triste dans un divorce, il ne faut pas non plus s'en vouloir et culpabiliser, mais entendre que c'est de ça dont l'enfant peut être touché. Donc de parler de ça avec lui. En ce moment, maman est triste, c'est un moment difficile, c'est normal d'être triste quand on vit quelque chose de difficile. Toi aussi, quand tu as des soucis, tu es triste, je le suis aussi. Mais je fais tout pour que les choses s'arrangent. Et t'inquiète pas, je suis là en fait. Et donc, il faut même mieux la nommer, la séparation, parce que les parents, ils ont un truc, c'est qu'ils disent non, mais je leur dis pas, on se dispute pas devant eux ou ils voient pas quand je pleure. Je dis mais vous croyez qu'ils le sentent pas? Je préfère que vous ayez leur dire en ce moment on est triste, parce que voilà, on vit quelque chose qui est un peu difficile et on a le droit d'être triste. Ça sécurise un enfant. Alors de faire semblant et que lui sent tout, mais vraiment quand je dis éponge, c'est impressionnant. Ils perçoivent toutes nos émotions. Donc de vouloir leur faire croire que tout va bien et que ça va pas, c'est encore pire, parce qu'on on joue au faux. Un enfant, il n'aime pas ça. Donc, on leur dit, voilà, c'est un petit peu difficile. Et ça sécurise, parce que c'est normal. Ils comprennent que quand on vit quelque chose de malheureux, on puisse avoir de la tristesse. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quand on leur ment, quand on joue, tu vois, ça ne marche pas. Et du coup, est-ce que c'est possible vraiment de ne pas abîmer les enfants lors d'un divorce? En fait, ne pas abîmer les enfants, je dis souvent à mes clients, on ne peut pas les mettre dans du coton, en fait. Ils vont vivre des choses. Et eux-mêmes, ils auront le droit d'être tristes, en fait, au moment d'une séparation. Donc, vouloir qu'ils ressentent rien, ça, c'est pas une bonne chose et c'est même malsain. Et bien les accompagner, c'est dire, ils auront le droit d'être tristes, mais on sera à leur côté et on va autoriser leur tristesse. Et à partir de là, on leur fait de cette expérience, on les renforce en fait aussi, parce que ils vont comprendre que on vit quelque chose de difficile, on a le droit d'être triste, mais on peut être réconforté. On peut avoir quelqu'un à côté qui accepte cette tristesse et qui la comprend. Et elle passe, la tristesse. Parce que la vie, elle ne va pas être faite de façon linéaire. Vos enfants, ils vont connaître des moments difficiles et autres. Et la séparation, c'est un moment difficile. On ne peut pas nier que c'est quelque chose qui est facile pour un enfant. Mais à ce moment-là, quand il sait qu'il a le droit d'être triste, qu'il est pris en charge, qu'il est sécurisé, mais il le vit bien, et les autres événements qu'il aura à vivre dans sa vie, il saura que oui, on va affronter des choses dans la vie. Mais je peux les surmonter, en fait. Est-ce que parfois on essaie de trop protéger les enfants? Mais clairement, on les protège, à mon avis, d'une façon où on les aide pas, en voulant soit masquer des choses ou on dit pas aux enfants. Moi, je suis pour dire les choses aux enfants de ce qu'on sait, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas encore comment ça va se passer. On dit voilà, pour l'instant, on a pris une décision avec papa, on doit se séparer, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais dès qu'on aura les informations, on vous les donnera. Ça, c'est protéger un enfant. Ne pas dire, c'est pas protéger. Parce qu'en fait, quand on dit pas, l'enfant, il a une imagination débordante. Donc, il va aller imaginer le pire. Il ne va pas imaginer que ça se passe bien. Il va imaginer des choses compliquées. Donc, ce n'est pas en ne disant pas les choses qu'on protège. Pour moi,
les règles d'or, on dit les choses et aussi on accepte que ce soit difficile pour eux. Le parent, il veut tellement que ça se passe bien, il n'a pas envie que l'enfant pleure. Donc en fait, il a presque envie de dire non, non, mais t'inquiète pas. Mais il a le droit d'être triste, accueillez sa tristesse. Et faites-les parler de ce qu'ils ressentent, sans les envahir de conseils. Souvent, les parents disent mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour l'instant, il n'a pas envie d'entendre ça, il est juste triste. Ok, t'es triste de quoi? T'as peur de quoi? Faites-les parler en fait. Et là, vous les protégez en fait. En fait, il faut parler des sujets qui fâchent. On n'est pas bon, en fait. Tu vois, on veut toujours tout esquiver en disant comme ça se passera bien. T'as peur de quoi? T'es triste de plus voir papa? Ok, je comprends que ça te fasse peur. Et là, ça sera moins actif. Tu vois, le pouvoir de reformuler la souffrance de quelqu'un et de ses enfants, là, c'est vraiment aidant pour eux. C'est ils sont autorisés à être tristes. Et donc, ça devient moins actif. Une souffrance qui est niée, elle grossit. Parce qu'elle a besoin de dire, moi, je souffre, etc. Quand elle est entendue, eh ben, en fait, ça s'apaise. Donc, je dis souvent, c'est facile d'apaiser les enfants si on n'a pas peur d'éviter les sujets qui font peur à l'adulte, en fait. Allez, on en parle. Et est-ce que tu vois souvent les enfants pris en otage dans une séparation? Les enfants, ils sont malheureusement souvent un peu l'otage dans les situations conflictuelles du divorce des parents, lorsque les parents n'arrivent pas à gérer eux-mêmes leur propre frustration et donc, dans ces cas-là, malheureusement, effectivement, ils deviennent l'otage. Et c'est là où moi, j'ai une position très rigide et très ferme avec ça. J'ai d'ailleurs même souvent refusé des dossiers quand des parents sont plus capables de gérer ça et de façon ouverte prennent en otage les enfants et qu'ils n'arrivent pas à entendre que non, là, ils font du mal à tout le monde. Parce que effectivement, c'est très puéril et c'est très destructeur. Donc, à un moment donné... alors, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont l'impression de protéger dans leur fonctionnement, parce qu'ils pensent protéger de l'autre, mais ils abîment l'enfant. Et c'est des personnes qui refusent de faire une propre analyse sur leur comportement, qui refusent de voir le psy. C'est pour ça que moi, la plupart des dossiers, je demande à mes clients d'être accompagnés psychologiquement. Parce que c'est normal par moment de faire des conneries, mais ce qui est important, c'est de dire « Ah ouais, là, je suis en train de faire des conneries, il faut peut-être que je change de positionnement. » Quand tu refuses de changer de positionnement et me dis « Non, non, moi, je n'irai pas voir de psy, j'ai raison. » Ok, bah, tu ne vas pas bosser avec moi, parce que ça ne va pas passer. Et tu refuses parfois des clients, du coup? Ouais, refuser des clients, je le faisais pas du tout au départ, c'est quand tu commences, etc. Et maintenant, de plus en plus, et je pense que c'est sain le moment où je le refuse, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas prêtes à travailler comme moi je l'entends. J'entends, moi, la colère de l'autre, mais à un moment donné, je veux plus partir dans cette colère-là, je vais demander de travailler sur d'autres points. Et parfois, il y a des personnes qui sont pas prêtes à ça et qui n'ont pas envie de ça. Donc, je leur dis, écoutez, ça va pas matcher entre nous. Et c'est pas grave, c'est comme avec un psy, avec certains, ça match, avec d'autres, non. Et moi, j'ai besoin d'être heureuse dans mon travail, ma façon de faire. Si je ne sens pas un client, je dis non, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis contente quand je vais au bureau et j'ai envie de continuer d'être contente. Et je dis toujours, on va faire équipe. C'est-à-dire que moi, il y a un cadre dans ma façon de travailler. Il y a des honoraires qui doivent être payés. Enfin, le cadre, il est clairement défini au départ. Par contre, à l'intérieur du cadre, je suis très proche de mes clients. Enfin, il y a une proximité parce que pour les aider, moi, il faut que je sois proche d'eux. Il faut que je me sente bien avec eux. Des gens avec qui on est tous... des gens avec qui on ne se sent pas bien, donc je ne travaillerai pas avec eux. Et tu es passionnée, toi, par tes clients, ton métier? Ouais, je les aime, même mes clients, en fait. Tu vois, là, c'était la fin des vacances et on retournait bosser. Et mon mari, il est pareil, il aime bien son métier. On se disait, on est content d'aller retrouver nos clients, en fait. Mais c'est parce que, tu vois, il y a un cadre qui est posé. C'est-à-dire que je n'accepte pas de tout faire. Il y a des dossiers que je refuse parce que ça, je sais que non, ça ne me correspondra pas et c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Tu conseillerais quoi à un père ou une mère qui culpabilise de divorcer vis-à-vis des enfants? Alors, la culpabilité dans le divorce, c'est un sujet, et j'ai dit, je vais écrire un bouquin un jour là-dessus parce que c'est un sujet important. Ce qui est important de comprendre, c'est que la culpabilité, c'est un poison et ça s'infiltre partout. Donc, quand on le visualise en tant que poison, tu vois, on se dit, bon, je m'en occupe ou pas de cette culpabilité? Et à un moment donné, ok, alors qu'elle soit là, c'est normal. Et en fait, moi, j'aime bien dire, on la prend par la main, nous, la culpabilité. On l'accueille, on dit « Ok, ma cocotte, viens, t'es là. On ne va pas te dire « Non, tu n'existes pas » parce que tu vas grossir. » Donc, on la prend par la main, on la prend en charge pour que, de cette façon-là, elle diminue.
La culpabilité, elle est naturelle, mais si on n'en prend pas soin et si on ne la regarde pas, notre culpabilité, c'est bien ce poison qui s'infiltre partout et qui va tout abîmer. Ça va même abîmer la relation avec l'autre, ça va abîmer même les enfants dans la situation où ils sont. Donc c'est important de s'en occuper en fait. Et elle est plus grande, la culpabilité, que la colère, de ton expérience? J'ai l'impression que la culpabilité, effectivement, prend plus de place que la colère. Ça dépend où on se situe toujours. C'est-à-dire qu'il y a celui qui décide de la séparation, lui va surtout porter de la culpabilité. Celui qui subit la séparation, il va porter de la colère. Mais ces deux émotions, alors, elles sont naturelles, elles sont là pour nous faire avancer, mais c'est ces deux-là qu'il faut prendre en charge. Et c'est pour ça que je ne travaille pas de la même façon, parfois, avec celui qui décide d'une séparation que celui qui l'a subie, en fait. Il y a vraiment des fonctionnements et des mécanismes différents à chaque fois. Et qu'est-ce qui impacte le plus les enfants, la séparation ou le conflit? Alors pour les enfants, ce qui va plus les impacter, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas le divorce en lui-même, c'est le conflit des parents, et je vais même aller au-delà, c'est la souffrance du parent qui l'impacte. De voir un parent souffrir, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec mes clients dans on va travailler pour que vous alliez bien. On va travailler sur votre bien-être parce que je sais que vos enfants iront bien si vous allez bien. Dans un divorce, travailler sur son bien-être, on se dit mais c'est pas le moment. Ah si, ça va être le moment. Encore plus. Donc j'ai un protocole de prise de soins. Alors au début, on dit c'est quoi ça? Si, vous allez vous mettre à dormir, bien manger, et vous allez bouger. Et vous allez commencer par faire juste ça pour reprendre contact avec soi-même, aller bien. Et là, en fait, on va pouvoir travailler derrière. Et est-ce qu'un divorce peut être aussi une libération parfois pour l'enfant ou les enfants? Alors, est-ce que le divorce est une libération pour l'enfant? Sur le moment, non. Il faut être honnête, il ne peut pas le vivre comme ça. Si le divorce se fait avec la méthode que j'essaie de mettre dans toutes les procédures, oui, c'est une libération. Parce que quand on est dans un couple où il y a du conflit à l'intérieur du couple, où ça se dispute, où il n'y a plus de rire, tu sais, où il y a une sale ambiance, c'est insupportable pour un enfant. Parce qu'en plus, l'enfant, il a un système, il se sent toujours responsable de tout. Donc quand il voit ses parents pas bien dans le couple, il se dit que c'est sa faute, en fait. Donc voir ces deux parents qui vont bien, c'est évidemment une source de libération pour lui à ce moment-là. Du coup, est-ce qu'il y a certains enfants qui vont mieux après la séparation? Les enfants, dans le cadre d'une séparation, j'en ai même vu dire à leurs parents de les pousser à divorcer. La semaine dernière, c'était le cas, c'est quelqu'un qui me dit « Mes enfants me disent de le faire ». Et je dis « Mais pourquoi ils vous disent de le faire ?» Ils ne supportent plus l'ambiance à la maison. Et donc, en fait, tu vois, dans ce cadre-là, bah oui, ils sont libérés. Et quand ça en vient que ce soit les enfants qui le demandent, on a vraiment des parents qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités sur le fait d'aller là, il faut y aller là. Et comment on peut les protéger, les enfants, lors d'une procédure judiciaire ou devant le juge? Cette question de les protéger, je te remercie de la poser parce que pour moi, elle est essentielle. Puis en fait, les parents, ils ont envie de les protéger, mais ils n'y arrivent pas souvent. Donc, ils ont envie, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils vont mettre leur propre affect. Donc, en fait, s'ils veulent les protéger, je sais que c'est difficile, mais il faut l'entendre, il faut les laisser l'autorisation d'aimer l'autre parent. Parce qu'en fait, tu te sépares de quelqu'un, tu ne le supportes plus, tu ne l'aimes plus. Et tu voudrais que tous les gens autour de toi ne l'aiment plus. Et là, tu dois faire un travail, moi je dis c'est un travail de Jedi, surhumain sûrement, de dire, mes enfants, ils ont toute liberté d'aimer l'autre parent. Et là, tu les protèges en fait. Et je leur dis toujours, il faut que vous puissiez vous dire, quand vous aurez 80 ans, quand vous serez dans votre maison de retraite, de quoi vous serez le plus fier. Et ça, vous en serez fier. De les avoir laissé cette autorisation d'aimer complètement l'autre en fait. Et pour ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut par moments être accompagné. Parce que c'est dur quand on est dans sa colère de faire ça. Mais là, on les protège en fait. Et justement, est-ce qu'on peut réparer une relation parent-enfant qui a été abîmée par un divorce? Il y a beaucoup de divorces où la relation parent-enfant, elle peut s'abîmer. Et alors pour plein de raisons. Et je vois même, et ça me touche beaucoup, je vois des parents qui sont des fois en colère contre leur propre enfant parce que soit il aurait pris parti pour l'un ou pour l'autre en fait. Et là, moi, je leur dis deux choses. Je leur dis, est-ce que vous êtes bien dans cette situation? Souvent, ils ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de la faute de l'autre parent. Je leur dis, non, ce n'est pas de la faute de l'autre parent. On est responsable aussi de notre relation avec l'enfant. Et pour ça, il y a juste deux choses à faire. C'est déjà faire confiance à l'enfant. Il faut envoyer de l'amour, en fait.
On voudrait lui faire des reproches, lui dire mais pourquoi? Non, non, envoyez-lui de l'amour. Un enfant qui se coupe d'un parent, c'est un enfant en souffrance. On ne se coupe pas par plaisir d'un parent. On se coupe parce qu'on souffre en fait. Donc quand on est parent, il faut toujours, je remets tout le monde à sa place. Vous êtes le parent. C'est vous qui devez la sécurité et l'amour à votre enfant. Parce que souvent, on attend que ce soit l'enfant qui vienne. Non, non, on remet les rôles à leur bonne place. Vous êtes le parent. Vous n'avez pas à attendre quelque chose de lui, c'est vous qui devez donner. Vous devez donner de l'amour, de la confiance. Si leur relation a merdé, vous posez la question, vous, où vous avez merdé? Et justement, tu dois dire des vérités dures à des parents. Est-ce qu'il y a des vérités difficiles à dire? Oui, et puis moi, ils le savent, ils savent que je vais leur dire leur vérité. Alors, je le fais avec... Je leur dis, écoutez, là, ça va être un peu difficile. Et je leur demande, est-ce que vous êtes prêts à l'entendre aussi? Parce qu'il y a des moments où on n'est peut-être pas prêt à entendre des choses. Mais je sais qu'à chaque fois, c'est ça qui va les faire avancer. Et on doit tous avoir dans notre vie, à un moment donné, un accompagnant qui nous dit, écoute, là tu n'es pas dans la bonne direction. Il faut pouvoir l'entendre. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile. C'est accepter aussi que par moments, on peut se tromper. Et que c'est pas non plus, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu as un rôle de leader ou de guide. J'adore que tu dises ça parce que, en fait, moi, je me sens plus tellement avocate, en fait. Tu vois, je me sens une accompagnante qui est là pour, à un moment donné, aider à soit faire les bons choix ou aussi à se voir soi-même, en fait, pour se libérer, pour reprendre le pouvoir sur sa vie, en fait. Et c'est ça qui me passionne, en fait, de faire. Et j'aime bien, si c'est ça que tu perçois, c'est comme ça, en fait, que j'ai envie de mener les choses. Tu sais, les avocats, ils souffrent un peu d'une réputation, d'une mauvaise réputation, entre guillemets. C'est-à-dire que on n'aime jamais vraiment un avocat, même quand il va gagner une affaire pour nous. Je sais pas. Toi, tu casses un peu cette image. Ben, c'est pas facile à casser, hein, parce qu'on a quand même un peu des sacoches, on est responsable de ça aussi. Hein, on a véhiculé une image qui n'était pas bonne, et je le dis toujours, les formations écoles d'avocats, il y a encore du boulot à faire, parce qu'on est quand même formé à l'attaque, en fait. Et moi qui viens à mon dire, non, non, mais on va pas travailler comme ça, c'est effectivement un peu surprenant. Donc ça va pas se faire en quelques temps, mais en tout cas, je me rends compte qu'il y a de l'écho, et je me rends compte que ça marche, et que c'est ce que les gens attendent. Donc je me dis, je suis dans la bonne direction. Et qu'est-ce que tu dirais pour finir à un parent qui veut gagner son enfant lors de la séparation? Un parent qui veut gagner son enfant, je vais lui dire, donc vous voulez le détruire alors? Et ce que j'explique souvent à ce moment-là, c'est que, qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Moi, je veux qu'il soit heureux. Et je leur dis, vous savez, ce qui va rendre le plus heureux un enfant, il grandira bien s'il a une bonne relation avec ses deux parents. Donc en fait, votre travail, c'est d'essayer de tout faire pour qu'il ait une bonne relation avec l'autre parent. Et c'est pas facile, mais en tout cas, si vous voulez l'aider, c'est ça. Si vous voulez le gagner de votre côté, là pour le coup, il va forcément grandir de façon malheureusement déséquilibrée et avec une blessure. Et toute sa vie, cette blessure-là, elle reste. Notre rôle, c'est de dire comment est-ce qu'il peut avoir la meilleure relation avec l'autre, avec ce qu'il est, mais aussi accepter l'autre tel qu'il est. Hein. C'est pas la personne parfaite, mais c'est ta mère, ton père, il est tel, et d'accepter ce qu'ils sont en fait. Mais de le gagner, c'est la meilleure façon de le détruire, à mon avis. Moi, je suis convaincue que lorsqu'on veut gagner son enfant dans le cadre d'une séparation, mais c'est la meilleure façon de le détruire. Vous saccagez un enfant avec ça, clairement. Et vous gagnez rien, en fait. Ça veut dire quoi, gagner son enfant, en fait? Votre enfant, il vous aime, il est avec vous. Donc, cette mission-là et cette quête-là, mais c'est de la destruction, en fait. Quand il y a un enfant dans une situation de séparation, est-ce que c'est plus difficile pour toi de gérer ce divorce? Effectivement, quand il n'y a pas d'enfant ou enfant, c'est pas le même divorce, de façon transparente. Ça ne veut pas dire que c'est soit facile non plus lorsqu'il n'y a pas d'enfant, mais il y a un enjeu de plus, en fait. Un enjeu humain. Et l'enjeu humain, moi, j'ai pas envie qu'on l'abîme, cet humain-là. Donc, en fait, il y a une gestion qui est différente par rapport à l'enfant. Donc, oui, effectivement, c'est un peu plus complexe, en fait. Et si on veut travailler avec toi ou divorcer avec toi, comment on peut faire? Pour ça, il suffit d'appeler mon cabinet. J'ai un cabinet, j'ai une assistante qui répond au téléphone et qui fixe les rendez-vous. Donc, moi, je fonctionne de la façon suivante. Il y a un premier rendez-vous qui est payant. Et lors de ce rendez-vous, on fait un point déjà. Je fais une analyse de situation, en fait. Et ensuite, je propose une convention d'honoraires. Et ensuite, moi, il y a tout un protocole avec moi
je commence par une analyse financière qui se fait par mon assistante, où elle va vouloir tout éplucher de la situation pour tout comprendre. Avec cette situation, c'est une photographie de la situation financière. Moi, je fais une analyse de droit, parce qu'on est avocat, il faut qu'on sache, vous devez savoir en droit ce qui va se passer. Et ensuite, lorsque j'ai mon analyse, on va faire des choix. Mais tout au long de la procédure, et ça c'est moi qui le fais, c'est pas mes collaboratrices, je fais ce qu'on appelle des rendez-vous alignement. Parce qu'en fait, je suis convaincue qu'il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on demande à chaque fois. Et c'est là on travaille sur l'état émotionnel. Est-ce que dans ce que je demande, c'est juste pour moi, c'est aligné avec ce qui compte profondément. Et parce qu'en fait, à chaque fois que le dossier bloque, et on le sait, nous, c'est « Ah, il manque un rendez-vous alignement là ». On refait le rendez-vous alignement avec moi, ça se débloque, et on arrive à négocier derrière. Donc vraiment, de comprendre que, bien sûr qu'on va travailler sur le financier, sur les chiffres, parce qu'il faut calculer des choses, il faut protéger, il faut que ce soit juste financièrement. Mais en tout cas, si on ne travaille pas sur l'alignement, sur le fait d'être bien avec ce qu'on demande, ça ne marchera pas. Donc en fait, il y a ce juste équilibre, et c'est pour ça que je travaille avec une équipe. Il y a les filles qui vont faire les rendez-vous sur ce qui est plus financier. Dès qu'il y a de la stratégie et de l'alignement, ça c'est moi qui m'en occupe.